Économie le max sur i24 News. Bienvenue à tous. Au programme de cette édition, J-1 pour les électeurs britanniques. L'incertitude reste totale quant à l'issue du scrutin législatif. Qui des conservateurs ou des travaillistes occupera le 10 Downing Street? Les uns mettent en avant leur bilan avec une croissance indéniable. Les autres pointent du doigt les inégalités grandissantes. On tente de démêler ces apparentes contradictions dans un instant. Et puis nous irons aussi au Qatar. L'Émirat doit accueillir le mondial de foot dans 7 ans. Les chantiers pharaoniques ne manquent pas, les sujets à polémique non plus, accusations de corruption et surtout ces temps-ci, les conditions de travail des ouvriers. Gros plan sur ce sujet, le ministère qatari du Travail a convié la presse sur les camps de travailleurs. Rendez-vous tout à l'heure. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. L'essentiel avant d'y revenir de l'actu économique internationale et cap d'abord sur le Moyen-Orient où François Hollande, on en a parlé, participé ces 2 derniers jours à Riyad au sommet des monarchies du Golfe. Invité d'honneur de l'événement, le chef de l'État français en a profité pour afficher un très net rapprochement avec l'Arabie Saoudite. Une vingtaine de projets économiques pourraient rapidement être finalisés pour plusieurs dizaines de milliards de dollars. Défense, aviation civile, infrastructure, mais également énergie, solaire et peut-être aussi nucléaire. Paris apparaît clairement comme un partenaire de premier plan pour le nouveau pouvoir saoudien. Nous sommes là pour définir un partenariat durable, stratégique et qui puisse couvrir des domaines nombreux. La défense étant l'un d'entre eux, mais pas le principal d'entre eux. Et lorsqu'il évoque plusieurs dizaines de milliards, oui, c'est ce qui pourrait déboucher à moyen terme. Voilà, François Hollande qui fêtait les 3 ans aujourd'hui de son élection à l'Elysée. Et pendant ce temps avait lieu hier à Beyrouth la 23e édition du Forum économique arabe. 14 pays représentés et de nombreux investisseurs sur place. Et il était question de l'impact des conflits en Syrie, en Irak ou au Yémen sur les économies de l'ensemble de la région. Des conséquences sans doute sur plusieurs générations avec une croissance moyenne attendue par le FMI entre 3,2 et 3,8% dans les pays arabes en 2015 et 2016. Insuffisant pour créer assez d'emplois pour les jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Alors autre thème aussi, le commerce. L'Égypte, premier importateur mondial de blé, s'est félicité d'une dépendance moins forte vis-à-vis de l'extérieur. Nous avons terminé l'année sur une baisse de 20% du blé importé grâce à la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie pour la distribution de pain. Et nous nous attendons à de nouvelles diminutions prochainement. Un mot rapide des cours du pétrole. Et c'est une première en bientôt 5 mois. Le prix du baril repasse la barre des $60. Un rebond fragile pour les experts qui s'explique notamment par l'instabilité au Moyen-Orient, la nouvelle interruption aussi des exportations de la Libye et bien sûr l'arrêt pour l'instant de la hausse du dollar. La demande semble repartir en Europe de l'Ouest et aux États-Unis où d'ailleurs les forages de schiste sont en diminution. Et en Europe, on revient sur les prévisions économiques de Bruxelles. Pierre Moscovici a fait le point hier sur l'embellie annoncée pour la croissance et l'inflation. Bon point également pour la France et ses efforts pour limiter son déficit. En revanche, le commissaire en charge des affaires économiques était plus critique envers Athènes. La situation de la Grèce s'est fortement dégradée en 3 mois. Croissance, dette, déficit ou inflation, la plupart des voyants sont au rouge. 0,5% de croissance attendue cette année et un rebond à 2,9 l'an prochain. Cette prévision repose sur l'hypothèse que l'examen en cours du programme sera conclu en juin, ce qui est l'objectif de la Commission. Compte tenu des incertitudes persistantes, cette révision à la baisse était inévitable. Côté grec, Yanis Varoufakis dit ne pas attendre d'accord final avec les créanciers de son pays lors de la prochaine réunion des ministres des Finances de la zone euro. Ce sera lundi prochain, à la veille d'ailleurs d'un important remboursement d'Athènes au FMI. Athènes qui espère obtenir plus de 7 milliards d'euros. Varoufakis semble malgré tout optimiste à plus long terme. Il est important que les progrès qui ont été accomplis soient solidifiés et permettent de réduire le fossé qui nous sépare. La Grèce a aussi hâte de nouveaux arrangements avec les institutions, avec nos partenaires, pour surmonter nos difficultés de trésorerie. Et puis un détour par le Pérou. Là-bas, c'est un vaste mouvement de contestation que sont confrontées les autorités depuis plus d'1 mois. Protestation contre un méga projet minier à $1,5 milliard pour exploiter une mine de cuivre à ciel ouvert. Les résidents locaux redoutent une contamination de la vallée agricole. Hier, vous le voyez, un manifestant a péri dans des heurts avec la police. Il est le second en 2 semaines. Dans ce conflit qui dure depuis 1 mois et demi maintenant, 140 policiers ont été blessés, dont certains grièvement. Malheureusement, il y a eu un mort et il y aura une enquête. Je tiens à dire que depuis le début, le gouvernement a recherché le dialogue et la paix.
Le Royaume-Uni retient son souffle. Un changement de Premier ministre est envisageable à l'issue des élections qui auront lieu demain. Et cette campagne qui se termine, eh bien, c'est l'histoire du débat entre les chiffres et la réalité telle qu'elle est vécue par les classes défavorisées. Alors les indicateurs, ils sont bons, croissance, emploi, mais dans le même temps, côté coût de la vie et inégalité, eh bien, le bilan est bien moins convaincant pour la majorité sortante. Le point avec Daniel Roth et Anthony Lesme. C'est une élection législative très serrée qui s'annonce le 7 mai prochain en Grande-Bretagne. Au centre du scrutin, les questions économiques. Depuis la crise, le Royaume-Uni a mené une politique d'austérité, creusant les inégalités outre-Manche. La tension est montée d'un cran ces derniers jours, surtout depuis que Ed Miliband a fustigé le bilan économique du Premier ministre David Cameron. Le leader travailliste a dénoncé notamment le creusement du déficit budgétaire, plus 5% en 2014, et la réforme du système de santé. Sous sa gestion, la santé est en crise et sous pression. Cette crise lui est imputable. C'est pourquoi plus personne ne le prendra au sérieux sur cette réforme de la santé. Côté conservateur, Cameron défend son héritage. Les impôts que nous avons réduits, les taux que nous avons gelés, les politiques d'emploi que nous avons menées, les entreprises que nous avons stimulées, toutes ces choses sont à risque. Et le risque fut payant puisque la monarchie parlementaire a retrouvé le chemin de la croissance, plus 2,7% en 2014. Un chiffre à faire pâlir les autres économies du continent, avec en prime le recul du chômage, puisque 1,8 million d'emplois ont été créés en 5 ans. Reste que la situation sociale de nombreux Britanniques s'est considérablement aggravée. Une enquête parlementaire a constaté une augmentation de 47% des prix des produits alimentaires entre 2003 et 2013 et plus de 30% de hausse des coûts du logement. À ceci s'ajoutent des coupes budgétaires drastiques et une baisse des salaires à valeur réelle. Conséquence, une certaine désillusion touche de très nombreux Britanniques, notamment les jeunes. Il y a beaucoup de questions qui les affectent dans cette élection. Pour eux, leurs voix ne seront pas entendues de toute façon. Il y a des centaines de milliers de jeunes qui étaient sortis dans les rues pour dire non, pour refuser la hausse des frais de scolarité, et on ne les a pas écoutés. Je sens qu'il existe un climat nihiliste. En effet, un récent sondage a révélé que près de 84% des 18-24 ans n'iraient pas voter. Ni les conservateurs du Premier ministre Cameron, ni les travaillistes de Miliband montrent des signes évidents d'une victoire. Le scénario d'un Parlement sans majorité claire entraînerait une grande incertitude, nuisible au marché, et ouvrirait la voie à une possible coalition. Incertitude, c'est bien le mot à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote. En ligne avec nous depuis l'Écosse, Michael Keating, bonjour. Bonjour. Professeur de sciences politiques à l'université d'Aberdeen. Alors les Britanniques élisent demain leur représentant à la Chambre des communes. Est-ce que l'économie a dominé la campagne et va-t-elle décider finalement de l'issue de ce vote? Oui, l'économie est au centre de la campagne. Il y a énormément de chiffres des deux côtés des instituts de prospective économique. C'est vrai qu'il y a une certaine récupération depuis la crise, le chômage est en baisse, il y a une certaine croissance, mais en revanche, le niveau de vie n'a pas récupéré sa position d'avant la crise. Donc il y a une crise de coût de vie, comme dit le leader travailliste Ed Miliband. Et il y a aussi une inégalité croissante. Donc les fruits de la récupération ne sont pas partis également dans la société. Et pour vous, justement, le climat social est vraiment tendu en ce moment avec ce sentiment justement d'une répartition inégale de la croissance? Oui, il y a une certaine morosité. Cette égalité n'est pas réfléchie dans un grand enthousiasme pour l'opposition, pour le Parti travailliste. Mais en Écosse, par contre, c'est un facteur dans la montée des partis nationalistes en Écosse. La notion qu'on a abandonné l'état de providence, la crise dans les services sociaux, le néolibéralisme, tout ça est incorporé dans un grand mouvement d'opposition. Mais en Angleterre, en revanche, il y a le fait de ça, c'est la montée du populisme de droite, de UKIP, le parti sceptique. Merci beaucoup Michael Keating pour ces explications. Allez, une plongée à présent sur les camps des travailleurs étrangers au Qatar. Vous le savez, l'Émirat doit accueillir la Coupe du Monde de foot 2022. Mais depuis l'attribution de cet événement, les scandales, les polémiques se sont multipliés. On s'intéresse à ces ouvriers venus d'Afrique ou d'Asie pour la plupart. Les dizaines de milliards de dollars investis pour la compétition sont-ils aussi perceptibles au niveau de leurs conditions d'accueil? Les autorités en tout cas ont autorisé la presse à se rendre sur place. Johanna Citruc. C'est la première fois que des caméras entrent officiellement dans ce bâtiment près de Doha. À l'intérieur, les logements des étrangers qui travaillent sur les chantiers de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.
Le ministère du Travail a lui-même organisé ces visites pour les journalistes. Objectif, contrer la polémique sur les conditions de travail des ouvriers. Et effectivement, certains camps semblent neufs, propres et correctement équipés. Il y a des salles de télévision à tous les étages et du tennis de table aussi, mais pour l'instant, nous ne l'avons pas sorti. Il est rangé. Mais d'autres camps plus anciens sont pour le moins insalubres. Les locataires y sont entassés. Ils sont au moins 8 ou 10 personnes par chambre. Ce n'est pas possible de vivre comme ça. Il faudrait au maximum 2 personnes par chambre. Pour la plupart des ONG, le problème vient de la kafala. Il s'agit d'un système de parrainage local spécifique aux droits musulmans. Problème, les salariés se retrouvent généralement à la merci de leurs employeurs qui les empêchent de quitter le pays ou changer de travail. Certains ne reçoivent même pas de salaire. En ce qui concerne le système de kafala, à moins qu'il ne soit aboli par le gouvernement qatari, nous serons toujours dans des conditions d'esclavage entre guillemets dans ce pays. Mais là encore, le gouvernement tente de montrer patte blanche. Le ministre du Travail a déclaré espérer une abolition de la kafala avant la fin de l'année. Elle devrait être remplacée par un système plus proche du contrat de travail. Je suis sûr à 90%. J'ai l'espoir que la kafala va être abolie. Ce n'est pas seulement moi qui le dis, ça fait partie de notre vision, notre stratégie. Le nouveau Qatar n'aura plus le système de la kafala. Il n'y aura que des accords contractuels entre les employés et les employeurs. Et des accords, il va y en avoir. L'Émirat prévoit de faire venir encore plus de travailleurs étrangers pour atteindre 2,5 millions d'ici 5 ans. Car pour le mondial 2022, le Qatar se veut ambitieux. Pour la finale, le plus grand stade du monde devrait être construit. Plus de 86 000 places. Son coût est estimé à 42 milliards de dollars. C'est plus de 2 fois le montant dépensé par le Brésil qui a organisé la prestigieuse compétition en 2014. Un budget apparemment sans limite. On retrouve en liaison avec nous Paul Ghietty. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de Besançon, auteur du livre Histoire du football paru chez Perrin. D'abord, est-ce que la FIFA, elle prend réellement à cœur aujourd'hui ces problématiques, conditions de travail, droits des travailleurs? Est-ce qu'elle s'y investit peut-être plus qu'autrefois? Elle s'y investit parce qu'il y a évidemment une polémique très largement médiatisée et que donc aux problèmes évidemment qui ont été ceux de corruption viennent s'ajouter ces problèmes liés aux travailleurs. Donc c'est évidemment une question d'image, je crois, qui est prise en compte aujourd'hui. Ouais. Et imposer des limites de budget pour ce type d'événement, est-ce que ça vous paraît possible aujourd'hui? Alors c'est difficile dans la mesure où les candidats maintenant sont quand même des pays émergents, souvent qui disposent de ressources énergétiques importantes, Russie, Qatar, et eux évidemment veulent dépenser tous leurs sous en quelque sorte pour ces événements. Donc ça sera difficile. Ouais, en tout cas, le Qatar n'est plus menacé à l'heure actuelle d'une annulation de son mondial de foot. Non, il y a peu de chance, d'autant que ce serait quand même difficile pour la FIFA parce que ça créerait un précédent et ça mettrait en cause finalement toutes les candidatures potentiellement. Merci beaucoup Paul Ghietty pour ces éclairages. On passe tout de suite au Media Watch. Et on ouvre cette revue de presse avec la relation entre emploi et réseaux sociaux. Bonjour Léa Volbert. Bonjour. Alors vous avez quelques conseils pratiques. Voilà, alors c'est vrai que ce n'est pas un scoop et surtout pas pour les nouvelles générations. Aujourd'hui, il faut aller chercher du travail sur les réseaux sociaux et cette étude Randstad publiée dans Le Monde nous le confirme. Aujourd'hui, plus d'un Français sur 3 déclare aller chercher du travail donc sur les réseaux sociaux avec dans l'ordre Facebook, LinkedIn, Viadeo, Twitter. Aujourd'hui, un hashtag job sur Twitter donne accès à une trentaine d'offres d'emploi par minute. Le numérique est par exemple la première source d'embauche du géant L'Oréal. Il utilise par exemple donc LinkedIn pour les campagnes de recrutement, Twitter pour repérer les profils, d'où l'intérêt de les soigner, et Facebook pour tout l'accès, tout l'aspect communication. La patronne de L'Oréal admet volontiers qu'en 2015, l'empreinte digitale est un critère de sélection et de s'interroger. Un candidat qui serait totalement absent des réseaux sociaux peut-il réellement s'adapter au marché actuel? Voilà, le CV 2.0. Et puis on revient là aussi sur cette place vacante
importante au sommet de Volkswagen. Oui, je vous en parlais hier et nous continuons de suivre de près la saga de la guerre des chefs pour la direction du groupe Volkswagen. 3 noms en lice, Stefan Weil, le deuxième actionnaire du groupe, Wolfgang Ritzel, anciennement en poste chez BMW et Ford, et enfin Wolfgang Porsche, président du groupe éponyme. Affaire à suivre. Rapidement Léa, l'info qui fait grincer des dents en France en ce moment. Oui, on reste dans le microcosme confortable des grands patrons. Nous connaissons désormais le montant de la retraite chapeau de Philippe Varin, l'ancien président du directoire de PSA, 299 000 € bruts par an. Ouais, humble, une retraite de 300 000 €, c'est pas mal. Merci beaucoup Léa et à très bientôt. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News avec l'Expo universelle de Milan. On aurait dû en parler aujourd'hui, toutes nos excuses. On parlera aussi de tourisme en Méditerranée. Restez avec nous, l'information continue.